Donc je propose qu'on passe à la présentation suivante de Julie Lyons du BRGM et je vais lui laisser la parole. Mais il n'y aura pas de temps de questions-réponses juste après elle. En fait, on va faire 3 interventions de 3 sujets différents et ensuite les temps de questions auront lieu. Là, maintenant, je lui laisse la parole. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Donc c'est une présentation que j'ai préparée avec ma collègue Anne Tokola, peut-être certains d'entre vous la connaissent pour travailler avec elle, puisqu'elle est assez active sur la région. Donc moi je suis hydrogéologue au BRGM et je travaille principalement sur la qualité des eaux souterraines. Donc aujourd'hui on nous a sollicité pour faire un point sur les enjeux analytiques et réglementaires sur les PFAS, notamment dans le cadre en lien avec les projets de recherche R&D que l'on mène au BRGM. Donc le BRGM, c'est le service géologique national. Une petite slide d'introduction sur... je ne sais pas si je serai en peut-être que je vais voir mon écran, ce serait... donc nous au BRGM, on a commencé à aborder les PFAS dès 2009. En fait, le BRGM, par ses différentes actions, travaille avec le ministère, donc à l'époque c'était le MED, après c'était le MTES, après le MTE, etc. Donc bref, le ministère de l'Environnement, en appui notamment donc, sur les questions d'eau souterraine. Et à cette époque-là, nous travaillions avec l'ONEMA pour identifier la liste des polluants et micropolluants à intégrer dans la liste de surveillance pour la campagne exceptionnelle nationale au souterrain. Donc c'est une campagne photographique qui est réalisée tous les 6 ans, c'était la première campagne. Et à cette époque-là, l'objectif est de mettre dans cette liste des polluants, des micropolluants supposés qui ne sont pas réglementés. Et donc d'acquérir de la donnée sur les eaux souterraines en France, sur une liste de polluants. Donc le BRGM, par son expertise et ses connaissances plutôt donc, issues de la recherche, peut proposer des polluants, et donc des PFAS avaient été proposés dès cette époque, et c'est donc 12 polluants qui avaient été intégrés et recherchés sur la France. Donc ici une illustration donc des premières données sur la région Seine-Normandie des polluants PFAS qui avaient été recherchés. Donc c'est un rapport public et les données sont publiques depuis 2013. Le BRGM travaille également à l'échelle européenne avec 2 homologues européens pour identifier ce qu'on appelle la Groundwater Watch List, c'est la liste de surveillance. Et là aussi, l'idée c'est de mettre en place des listes de polluants qui ne sont pas réglementés, qui vont être proposés aux États membres pour qu'ils puissent les intégrer dans leur surveillance à l'échelle nationale. Donc il y a un groupe de travail qui existe. Et donc, à cette époque-là, tout un travail a été fait sur les PFAS à l'échelle européenne, sur recenser quelles sont les données disponibles, les bancariser, les collecter et donc les présenter donc dans cette Groundwater Watch List. 2020, peut-être certains, ayant fait un peu de bibliographie sur les PFAS, ont eu connaissance du rapport BRGM sur l'état de l'art et enjeux sur les PFAS dans un contexte liste et sol pollué. Donc c'est un travail qui résulte d'un état des lieux qui a été fait en 2018-2019 donc sur les PFAS, qui est un sacré pavé, il faut le dire, qui était un des premiers rapports donc, publiés. Vient ensuite 2021. Donc en 2020, nous avons monté plusieurs projets et nous les avons obtenus. Donc à partir de 2021, nous avons travaillé sur des projets de R&D qui portaient sur les PFAS, le projet H2020 Promises et un deuxième projet Perfect en région centre. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter différentes actions du BRGM, les résultats du projet H2020 Promises, qui est donc un projet que je coordonne. Et cette présentation va s'appuyer notamment sur les 3 axes sur lesquels on travaille au BRGM. Donc, le travail de R&D sur les verrous scientifiques, donc nous, principalement les méthodes analytiques, l'identification des sources de PFAS, le transfert et comportement notamment dans le sol et les eaux souterraines, et la dépollution avec mon collègue Stéphane Corbano qui interviendra juste après moi. Comme je disais, nous sommes également en appui au ministère, en appui à la réglementation, notamment pour la mise en œuvre de la directive de cadre sur l'eau, également en appui par rapport aux ICPE ou sur les appuis techniques, notamment sur les essais méthodes analytiques. Et puis, ponctuellement, nous pouvons être sollicités par différents services de l'État ou collectivités en expertise ou en appui de l'administration. Le projet H2020, donc,
Il a démarré en 2021, il est financé par l'Europe dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal. Et ce projet est financé par l'Union européenne qui finance 3 gros projets. Donc nous recevons chacun à peu près 12 millions d'euros. C'est des projets qui vont de 3 à 5 ans. Et la ligne était donc de financer des projets qui vont porter sur l'identification de solutions pour protéger la santé et l'environnement vis-à-vis des polluants persistants et mobiles. Et donc derrière persistants et mobiles, il faut entendre PFAS. Donc nous avons 3 gros consortiums européens qui travaillent actuellement et depuis 2021 sur ces PFAS. Donc nous, le BRG, nous coordonnons le projet Promises, c'est 27 partenaires de 9 pays. Le consortium, ça peut être des universités, des établissements publics, mais également des PME et des bureaux d'études. Ce projet Promises, on l'a développé de manière à appréhender le continuum eau-sol-sédiment dans un contexte d'économie circulaire. On part du principe que nos PFAS, ils sont persistants et mobiles. Persistants, ils vont être présents sur des longues durées dans l'environnement. Mobiles, ils vont pouvoir franchir différentes barrières. Donc, le sol, les sédiments, les eaux, et intégrer le cycle de l'eau. Et donc, comme ça, venir progressivement s'accumuler dans nos ressources naturelles. Le contexte d'économie circulaire, ici, nous l'avons appréhendé d'une part avec les cycles semi-fermés pour l'approvisionnement en eau potable. C'est la filtration de berge, le principe de pomper en nappe une eau qui vient des eaux de surface et qui est filtrée par les berges. Nous avons une deuxième voie d'économie circulaire qui est la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation de l'agriculture, la récupération des nutriments à partir des boues d'épuration. Derrière, on va avoir les boues d'épuration et la production d'amendements à partir de nos eaux usées, la récupération de matériaux à partir des sédiments de dragage et le traitement des eaux souterraines et des sols pour la réutilisation en zone urbaine. Donc ces différentes voies sont appréhendées dans le projet. Ce projet il va se baser donc sur 7 cas d'études répartis en Europe qui abordent une de ces voies d'économie. Dans le projet, nous avons différents axes de travail, développer des méthodes analytiques, des outils de caractérisation de ces PFAS. Nous travaillons également à développer des modèles pour pouvoir comprendre le comportement et le transport et prédire l'exposition de l'environnement à ces PFAS, et un pilier sur développer des techniques de rémédiation. Et donc Stéphane développera ce point. En fait, l'objectif de ces projets européens, c'est bien d'être inscrit dans les besoins de la société. Quelle est la demande de la société au regard de comment gérer les ressources, quels sont les besoins des gestionnaires en sédiments, en sol, en eau potable, gestion des eaux usées, et d'aller les accompagner en leur fournissant donc des outils, des méthodes, mais également d'accompagner les pouvoirs publics et les autorités de régulation sur comment réglementer et comment gérer et accompagner donc les futures stratégies des politiques. Donc dans le projet, je ne vais pas pouvoir tout développer, on va travailler d'une part à développer des techniques de surveillance. Sans données, sans savoir où ils sont, c'est très difficile de pouvoir faire de la compréhension de la connaissance. Donc première étape, où sont-ils? Comment les analyser? Proposer des solutions de gestion, des solutions de rémédiation. Les 7 cas d'études, donc nous travaillons sur la zone de Berlin, sur une partie du bassin versant du Danube. Nous travaillons sur les sédiments du port de Ancône. Nous travaillons sur 2 usines de traitement des lixiviats de décharge, donc en Italie et en Bulgarie. Nous travaillons sur un site contaminé en Espagne, sur un site de réutilisation des eaux usées également en Espagne, Catalogne pour être plus précise. Et nous, en France, au BRGM, nous travaillons sur un pilote plurimétrique dans lequel nous simulons une pollution par des mousses incendie. Donc, comme je disais, la première étape pour acquérir de la connaissance et proposer des solutions, c'est d'être capable d'analyser ces PFAS. Et c'est là que toute l'histoire commence avec de réels challenges. D'abord, on l'a dit, il y a des milliers de composés. Chaque composé va avoir des propriétés physico-chimiques différentes.
C'est-à-dire qu'ils vont nécessiter tous des techniques analytiques différentes. On n'a pas une méthode unique qui nous permet d'analyser tous les PFAS d'un seul. Donc il va falloir faire des groupes de familles qui vont répondre à des groupes de méthodes analytiques. Ensuite, quelles molécules suivre? Alors lesquelles existent déjà? Lesquelles disposent de standards? Lesquelles sont réglementées? Lesquelles sont recensées? Lesquelles sont inconnues mais utilisées? Lesquelles sont des produits de dégradation? Lesquels sont des précurseurs. Donc il y a tout un enjeu qui est d'abord de définir, avant même de définir les méthodes analytiques à développer, c'est pour quels paramètres et comment les choisir. Là également, hein, on a 2 bras, on a un laboratoire. On ne peut pas lancer 100 équipes sur une centaine de composés chacune, donc des choix. Et puis il y a également les verrous technologiques, il y a des techniques qui n'existent pas encore pour analyser certains composés. Donc, également, une surveillance, mais pour quels objectifs? Des objectifs de surveillance, la liste des 20 PFAS réglementés, des objectifs de surveillance sont-ils présents, ne serait-ce à l'état de trace? Donc des limites de quantification qui vont pouvoir aller de l'inférieur au nanogramme au suivi des rejets où on va monter à des milligrammes par litre. Donc là également, large spectre de concentration. Et puis également, la maîtrise du bruit de fond. Donc le bruit de fond, ici, il n'est pas naturel, mais il est suffisamment, on va dire, l'environnement est suffisamment imprégné de PFAS pour nécessiter de dire, ok, qu'est-ce qui est finalement du bruit de fond et qu'est-ce qui résulte d'une source locale. À ça, on peut également rajouter, alors c'est pas du tout mon domaine, mais longtemps, on a fait convertir nos laboratoires à passer du verre au téflon. On les a fait introduire des PFAS dans nos matériaux de consommation. On a rempli nos laboratoires de PFAS. Maintenant, il faut les décontaminer. Donc, des gros enjeux sur comment je prélève, avec quel matériau je prélève, est-ce que j'ai du vernis à eau qui contient des PFAS, est-ce que je contamine mon échantillon, les gants, bref, les tuyaux, on a parlé du PVC ce matin, voilà. Donc il y a tout ça, toute cette chaîne à maîtriser. C'est comment je prélève, dans quel matériau, combien de temps je dois stocker mes échantillons, combien de temps est-ce que mon PFAS va se sorber à mon flacon, est-ce que mon PFAS va se sorber au petit tube de ma machine, et après, ensuite, quelle méthode analytique. Bref, de gros enjeux. Maintenant, l'univers des PFAS. Voilà, on va commencer par une boîte verte. Là, j'ai mes PFAS. Alors, on ne va pas revenir sur quelle définition. Vous allez voir que malgré les définitions prises, on va voir qu'il y a encore, c'est pas fini. On sait donc analyser des PFAS ciblés avec des méthodes telles que la LCMSMS, GCMSMS. Je ne rentre pas trop dans les détails que je ne maîtrise pas non plus, mais ce sont 2 techniques qui permettent de cibler des PFAS connus et de les quantifier. Nous, dans le projet, à la fin du projet, actuellement, nous avons développé une méthode pour analyser 57 PFAS. Un projet européen parc de laboratoire, ils ont recensé au niveau des laboratoires 147 PFAS qui peuvent être analysés. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, on s'en a analysé 147. Enfin, à l'heure de l'inventaire de parc. Ça peut évoluer tous les jours. La sensibilité, au plus bas, donc on est de l'ordre du nanogramme, subnanogramme. Ensuite, on va donc essayer de trouver d'autres astuces pour analyser ces PFAS. Il existe donc le top AC. Le top AC, c'est le principe de, à partir d'un échantillon, je vais oxyder tous mes PFAS présents. Il me reste 5 minutes? On ne va pas y arriver. Tous mes PFAS présents pour les casser sur 20 minutes, c'est ça? On va casser pour les réduire en PFAS ciblés. Donc je les casse et après je fais l'analyse ciblée. C'est-à-dire qu'à partir de grosses molécules, je les casse en plus petites pour obtenir des PFAS ciblés. Tous ne vont pas réagir au top AC et tous ne seront pas adaptés à cette approche. Ensuite, on a ce qu'on appelle le screening non ciblé. À partir de techniques de type LCHRMS, GCHRMS, on va chercher à avoir des spectres qui correspondent aux molécules, et ces spectres, si ils sont recensés, s'ils sont connus, on va pouvoir dire ce spectre-là correspond à tel PFAS. Là, on va pouvoir screener un plus grand nombre de composés
On ne peut pas forcément les quantifier, on peut juste dire qu'ils sont présents ou absents. On a ensuite, ce matin, on en parlait de l'AOF. L'AOF, c'est le fluor organique adsorbable, c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon, donc liquide, je vais absorber le fluor organique sur charbon actif, et donc prélever tout le fluor organique qui est présent dans mon échantillon. Ensuite, je le restitue, je le quantifie. C'est une technique qui n'est pas exclusive au PFAS, puisque ça sort tout le fluor organique, y compris celui qui n'est pas lié à du carbone, donc pas forcément la définition des PFAS. Donc on peut surestimer nos PFAS avec cette approche. Et la sensibilité, elle est d'ordre du microgramme par litre. Ça, c'est parce que cette étape de présélection dégrade la finesse de cette approche. Et puis pour finir, eh ben, il y a des PFAS qui ne sont pas absorbables sur le charbon actif, donc qui vont passer à travers. Voilà, donc tous ces travaux qui sont faits notamment par les labos de recherche, type BRGEM, IFREMER, INERIS, INRAE, l'ANEJA, sont tous réunis dans Aquaref. Aquaref, c'est un laboratoire national de référence qui va justement aider à développer des méthodes analytiques qui vont ensuite pouvoir être développées dans le cadre des surveillances réglementaires. Et donc ensuite être transposées donc, aux laboratoires commerciaux. En 30 secondes, la différence entre la liste des 20 PFAS que l'on a de réglementer aujourd'hui et la liste des 24 PFAS qui sont proposés dans l'amendement, qui est en cours, donc pour les eaux souterraines, avec un seuil à 4,4. Donc vous voyez que ce n'est pas 20 plus 4, hein, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été supprimés, d'autres. Ceux qui ont été supprimés, c'est ceux qui n'étaient pas pertinents pour les eaux souterraines, et ceux qui ont été rajoutés, c'est ceux qui sont les plus pertinents au regard des connaissances, puisque c'est une liste qui a été publiée après que la directive eau souterraine, eau potable ait été publiée. Hein, donc pareil, il faut que les listes réglementaires puissent évoluer. Rapidement, ADES, les données disponibles. On voit que les premières données disponibles dans ADES, c'est 2009-2010 avec le PFOA, le PFOS. On a eu la campagne exceptionnelle dont je vous ai parlé en introduction qui a permis d'augmenter le nombre de paramètres et d'échantillons en 2011. Cette campagne a été faite en 2012-2013 dans les DOM sur 4 PFAS. Et ensuite, la publication des arrêtés surveillance. 6 PFAS réglementés en 2015 qui sont arrivés donc à partir de 2015. 20 PFAS qui sont arrivés avec l'arrêté de 2022. Donc on voit qu'à chaque publication d'arrêté surveillance, on augmente le nombre de paramètres et le nombre de données disponibles. Là, l'ensemble des points surveillés en France avec des PFAS, donc une couverture nationale, c'est l'ensemble. Donc il y a également des régions, notamment en Alsace, qui ont des programmes plus denses de surveillance. On reprend de 2009-2010 les PFOA, PFOS, c'était en Alsace. Donc voilà. Chaque région est libre de rajouter des paramètres et des points. En France, sur l'ensemble des données disponibles, 18% de quantification pour le PFOS, sur l'ensemble des données bancarisées dans l'ADES. On a 450 000 données ADES actuellement, 450 000 données PFAS bancarisées dans l'ADES. Donc le PFOS, qui est le recherché depuis le plus longtemps, comme le PFOA à 18%. On a ensuite entre 10 et 12%, donc le PFHXA, PFHXS et PFOA, et entre 5 et 8% des plus petits, PFPS, PFBA, PFHPA. Et donc, on en a qui sont rarement ou pas détectés, notamment ceux qui ne sont pas dans la liste des 24, puisque c'est trop lourd et donc moins pertinent de les chercher dans les eaux souterraines. Rapidement, une carte, c'est une carte, vous reconnaîtrez Rouen, Caen, la Normandie. C'est une carte d'occurrence. Le point rouge supérieur au 0,1, donc on a un point ici, donc en zone urbaine. Ce que je voulais vous montrer sur cette carte, c'est pas ce point rouge-là, c'est les autres points. En fait, il faut voir que finalement, des points jaunes, donc c'est entre 5 et 50 nanogrammes, donc on est en dessous des normes, mais on voit quand même qu'on est quand même dans des zones, on va dire, rurales ou isolées des centres urbains et industriels, on a présence de PFAS. Ce qui nous renvoie donc aux différentes voies d'exposition. J'ai zappé ce développement-là, mais ce matin on en a un peu discuté. On pense notamment au rejet de stations d'épuration, au coût d'épandage, qui vont s'éloigner des sources industrielles ou sources d'incendie, mais qu'il faut également considérer. On n'est pas sur les mêmes gammes de concentration, on n'est pas sur des hotspots, mais il y a quand même une contamination assez diffuse à considérer. Il me reste encore quelques minutes. Là,
Là, il faut quand même que je ralentisse parce que je pense que c'est important. Et ça va être nouveau pour aujourd'hui. En fait, les PFAS, ils ont des comportements dans l'environnement qui vont dépendre de leur structure moléculaire. Il y a les chaînes courtes, il y a les chaînes ultra courtes, il y a les chaînes longues. Les chaînes longues vont avoir tendance à s'absorber sur les sols et les sédiments. Les chaînes courtes vont plutôt être mobiles et avoir tendance à migrer avec l'eau. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, les PFAS, il y a des PFAS qui vont vite, qui bougent avec l'eau, et des PFAS qui se sorbent. Se sorber, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pièges long terme pour les décennies à venir. C'est-à-dire qu'un sol qui va être exposé à des PFAS va retenir les lourds qui vont se sorber. Un cours d'eau qui va recevoir des PFAS lourds va les sorber dans ses sédiments. Donc on a des pièges. Ensuite, on va avoir des PFAS plus petits, plus mobiles, qui eux vont migrer. Dans ces PFAS qui vont se sorber, on a ce qu'on appelle des précurseurs. Les précurseurs, c'est des PFAS qui vont progressivement se dégrader pour libérer des PFAS plus petits, plus mobiles. Donc on va avoir des précurseurs qui vont se sorber et s'accumuler, qui vont progressivement relarguer des PFAS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on va dire oh, il y a des PFOS, il y a des PFOA, c'est le même principe que pour les métabolites des pesticides. Ok, la molécule est interdite, mais elle est accumulée quelque part et elle relargue donc toujours du PFOA, du PFOS, parce que PFOS et PFOA sont des produits de dégradation de précurseurs plus grands qui peuvent être piégés quelque part. Voilà, donc en fait, voilà, c'était un petit peu, voilà, j'avais un peu des illustrations, donc montrer voilà, que en fait, les groupes, il y a la longueur de chaîne et puis il y a le groupe fonctionnel qui va jouer également sur la mobilité. Hein, donc il y a des groupes qui avec des sulfures, des groupes avec des hydroxyles, et puis on peut avoir des nouveaux PFAS, ici le HPFDO qui est le Genix, hein, on voit qu'on a un oxygène au milieu, donc finalement c'est encore une chaîne différente qui va avoir une fragilité différente. Voilà. Et donc juste pour finir, donc, au BRGM, on a un pilote qui fait 83 mètres cubes, on a appliqué au sommet une mousse anti-incendie, on a équipé ce pilote avec des capteurs pour suivre la migration du panache, donc la migration du panache verticalement donc dans la zone non saturée vers la base du pilote où on a une zone non saturée. On impose également un gradient dans cette zone non saturée et donc on peut évaluer, donc, suivre l'évolution du panache. Sur ce pilote, on teste donc la migration des PFAS, on teste des techniques de monitoring des échantillons passifs et mon collègue Stéphane vous parlera des techniques de dépollution. Voilà, j'ai oublié de vous dire plein de choses, mais j'ai plus le temps. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Julie. Désolée, vous recevrez dans tous les cas la présentation, donc vous pourrez regarder en profondeur. Et maintenant, je donne la parole à Stéphane. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités pour pouvoir présenter ce qu'on fait en termes de recherche. Ok. De dépollution dans le domaine des sols pollués. Donc ce travail est le fruit d'un travail collégial. Hein. On est nombreux à travailler sur ces projets de dépollution. Tout d'abord, je vais aller assez vite parce que vous allez devenir des spécialistes des PFAS. Depuis ce matin, les slides d'introduction sont à peu près les mêmes. Hein. Donc on est à peu près sur 12 000 composés. Vous savez à peu près dans quoi on utilise les PFAS et pourquoi on a besoin, dans certains cas, jusqu'à quel niveau voilà, d'utiliser les PFAS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on commence à vouloir dépolluer des molécules, c'est essayer de comprendre comment elles bougent et quels sont leurs points faibles. Donc vous avez en haut à droite le PFOA et le PFOS. Donc c'est des molécules, le O ça veut dire 8 octane, mais elles sont complètement différentes en termes de fragilité chimique. Nous on va jouer là-dessus pour la dépolluer. Et puis aussi en termes de comportement, puisque vous avez d'un côté un groupe sulfonique et dans l'autre côté un groupe carboxylique. Donc ça c'est la partie hydrophile, et puis vous avez la partie hydrophobe. Ça c'est la première chose dont on doit tenir compte. Pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la dépollution des composés organiques, ça reste des composés organiques. Il y a des choses extrêmement nouvelles pour nous. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, mais ça reste des composés mobiles comparés aux solvants chlorés, que vous devez connaître, ou aux hydrocarbures
raffinés ou alors de goudron, des choses comme ça. Donc c'est des molécules qui sont quand même plus mobiles. Et puis aussi, elles ont une très très grande stabilité chimique. Alors la liaison carbone-fluor, donc si vous avez en tête le tableau de Mendeleïev, hein, on est tout à droite. Vous avez le chlore, le fluor, le broméiode. Donc il y a les solvants chlorés qu'on connaît depuis 40 ans, qu'on arrive à dépolluer. Et puis après, il y a le fluor. Et la liaison carbone-fluor, c'est la liaison la plus solide qui existe dans le monde de la chimie organique, une des plus solides. Donc pour dépolluer ces PFAS, il faut arriver à casser cette liaison. Vous avez déjà vu ce slide ce matin, donc la question qu'on se pose c'est pourquoi dépolluer les sols et les eaux souterraines? Donc on a vu quand même qu'il y a énormément d'eaux souterraines qui sont polluées, donc tout ça, ça vient de sites qui relarguent ces polluants. Donc la question est de pouvoir hiérarchiser ces sites et de faire un inventaire. Et une fois que les flux de relargage seront bien pris en compte, les questions de dépollution pourront être abordées. Et pour ce faire, il faut partir de l'existant. Donc ce slide vient d'une publication de Ross. Il faut savoir que les Américains ont commencé à travailler sur ce dossier il y a un peu plus longtemps que nous. La recherche, c'est 3 milliards d'euros aux États-Unis sur les PFAS. Donc nous, on est beaucoup plus bas, on a commencé beaucoup plus tard. Pour autant, c'est intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de publications qui existent. Et puis, il y a notamment cette publication-là de Ross. J'espère que ça va marcher avec ça. Super, merci. Donc, c'est intéressant parce que quand on met au point des techniques de dépollution, soit on peut se faire plaisir, ou soit on veut que ce soit appliqué. Nous, on veut que ce soit appliqué. Il y a beaucoup de chercheurs qui veulent que leur technologie soit appliquée et qu'elle serve à quelque chose. Donc on va essayer de regarder quel est ici l'état de faisabilité des techniques et puis l'état de développement des techniques. Donc vous avez beaucoup de techniques qui ont été testées. Donc des techniques, on peut classer toutes les techniques suivant différentes catégories, les techniques primaires, secondaires, tertiaires, qui coûtent de plus en plus cher. Donc les primaires c'est des physiques, secondaires c'est chimique et bio, et tertiaires c'est thermique. Et donc, ces premières techniques qui ont été développées, vous avez l'incinération, c'est connu, il y a le lavage des sols, alors ça c'est sur le sol, il y a tout ce qui est procédé d'oxydation, voilà, il y a plusieurs techniques, on ne va pas rentrer dans le détail, qui ont été testées et qui ont été adaptées par rapport à ce qui existait sur d'autres molécules, qui marchaient sur d'autres molécules, que ce soit sur les sols ou sur les eaux souterraines. Donc ça, c'est l'état d'art en 2018, ça a pas mal bougé depuis, donc elles sont toutes listées là. Voilà. Et en regardant cette publi, vous pouvez avoir un petit état de l'art de tout ce qui a été fait. Nous, on s'est concentré sur les techniques qu'on pense, on va dire, être les plus prometteuses. C'est la sonocavitation. On va voir dans le détail ce dont il s'agit. La réduction chimique in situ, le traitement biologique et le lavage des sols. Donc, comme je vous l'ai montré, donc on a d'abord, on a fait beaucoup d'essais au labo. Là, c'est la dernière année. Hein. Donc, on a fait des essais en paillasse, en balle de dés. Et puis, donc, on a commencé à remplir ce pilote qui est juste à côté, hein, qui est à la source. Hein. Donc, on a rempli ce pilote et puis on a injecté des mousses anti-incendie dedans pour voir un petit peu comment tout ça relarguait. Et puis, pour comprendre les propriétés d'absorption, de désorption, comportement des polluants. Et puis, une fois que tout ceci a été compris, on a commencé à injecter nos agents pour essayer de détruire ce qu'on avait mis dedans. Donc vous avez des photos, alors c'est assez rare, hein, des choses à cette échelle-là. Donc là on a des piézomètres et puis on a reconstitué une nappe. Et puis donc déjà on a essayé de regarder ce qui se passait. Et alors à quoi ça sert de faire, on a fait des modélisations. Donc, vous voyez là, on a fait un relargage de mousse anti-incendie. Là vous avez ce qu'on appelle le toit de la nappe. Et donc vous avez sur certains PFAS les résultats mesurés versus ce qu'on a modélisé. Alors ça, c'est pas pour se faire plaisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on comprend comment les PFAS bougent, on est capable de remonter de ce que l'on voit dans les piézomètres jusqu'aux sources de pollution. Il faut avoir en première approche tout ce qui est en tête, il faut avoir en tête tout ce qui concerne les relargages, la dispersion et tout ça. Donc ça nous permet de faire des calculs rétro pour essayer de trouver les sources de pollution.
Et puis après, il faut voir un petit peu comment on peut enlever ces PFAS des sols. Alors, les sols, par définition, sont hétérogènes. Donc, pour nettoyer quelque chose d'hétérogène, il faut arriver à injecter quelque chose de manière homogène dans les sols. Donc, nous, on utilise ce qu'on appelle des liquides non newtoniens. Alors, c'est comme du yaourt, d'accord. Quand vous plantez votre cuillère dans un yaourt, elle reste en place, d'accord. Et dès que vous commencez à remuer la cuillère dans le yaourt, ça devient un peu moins visqueux. Donc, ça s'appelle un liquide non newtonien réofluidifiant. Donc, plus on a un cisaillement dessus qui est important, plus on exerce une pression dessus, plus il devient liquide. Alors, c'est intéressant, parce que vous verrez dans le détail à quoi ça peut nous servir. Donc, on peut avoir des liquides non newtoniens, soit avec des choses comme des yaourts, on utilise les mêmes additifs non newtoniens que dans l'industrie agroalimentaire, ou alors on peut faire des sortes de mousse aussi. Alors, dans le détail, ces liquides non newtoniens, quand on a un milieu peu perméable, la résistance à l'écoulement augmente. Donc, on aura une diminution de la viscosité. Et quand on a un milieu qui est très perméable, on a une résistance à l'écoulement qui diminue et donc ce sera plus visqueux. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, vous avez des milieux qui sont peu perméables, d'accord, et là, les milieux qui sont plus perméables. En injectant ces liquides non newtoniens, vous pouvez balayer à la fois les passées argileuses, les passées dans notre jargon, c'est des couches argileuses, et des couches sableuses. Donc, vous pouvez injecter des produits de manière homogène, même dans un milieu hétérogène. Ça, c'est avec des gels. Là, vous avez un milieu assez perméable, un milieu peu perméable. Si on avait injecté de l'eau avec un surfactant, ici, l'eau serait passée que dans ce milieu-là, puisque l'eau est un liquide newtonien. Donc ce serait passé que dans la passée la plus perméable. Donc ça s'appelle s'affranchir de l'anisotropie. Donc il faut balayer de manière extrêmement homogène les polluants dans les sols. Alors comment faire? La première mise au point qu'on a faite, c'est qu'on a rajouté du xanthane et puis un peu d'éthanol. Donc en rajoutant du xanthane et de l'éthanol, ça nous a permis de dissoudre les PFAS et de les désorber plutôt de la matrice poreuse, donc des sols. Et donc on voit que ici, donc vous avez des essais en colonne qui ont été faits en fonction du temps là, et puis la concentration initiale sur différents types de PFAS. Donc le O c'est 8, H c'est 7 et B c'est 4. Et donc on injecte des PFAS, puis après on injecte notre solution et on regarde comment tout cela relargue et on arrive à en déduire tout ce qui est rendement épuratoire. Donc là, les rendements épuratoires, vous voyez, c'est par rapport à 100, sur les différents types de PFAS, on a des bons rendements épuratoires avec ce liquide non newtonien. Ça, c'est le gel, et puis ça, c'est avec la mousse. On a des rendements épuratoires aussi de 95%. Donc une fois qu'on a enlevé les PFAS des sols, il faut se dire on va essayer de comprendre ce qui se passe à une échelle un peu plus grande. Donc on a aussi modélisé tout ça, pour se dire, voilà, full scale, donc une échelle beaucoup plus grande, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc, notre métier, c'est souvent ça, on va faire des mesures et des modèles. Donc là, vous voyez, sur ces différents types de PFAS, en fonction du temps, vous avez les concentrations avec les mesures et les modèles. Et on voit que tout ça, ça marche assez bien pour tout ce qui est absorption et désorption. Donc à partir de ces résultats de labo, et puis des essais dont on vient de parler, on est capable non seulement de prédire comment les PFAS vont bouger dans les sols, et deux, comment on va pouvoir dépolluer ces PFAS et les extraire des sols, même dans un milieu hétérogène. Vous allez me dire, c'est bien joli, on enlève les PFAS, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, après, on a commencé à réfléchir à des façons de dégrader les PFAS qui ont été extraits. Pour tout vous dire, au départ, on était assez confiants. On a fait des essais avec un réducteur assez puissant, donc c'est on-site, une fois qu'on a enlevé les PFAS et qu'on les traite, c'est comme dans une petite station d'épuration, on rajoute un catalyseur et puis un pH acide. Alors ça, c'est ce qu'on avait étudié, notamment quand on avait trouvé un moyen de dépolluer la chlordécone. Vous avez entendu parler, je pense, de la chlordécone. Ça marchait avec la chlordécone, ça marchait avec l'hexachlorobutadiène, avec le pentachlorophénol. Donc ce sont des molécules avec beaucoup de carbone et beaucoup d'atomes de chlore. Donc plus la molécule est carbonée et plus il y a des atomes halogénés, plus elle est compliquée à dégrader. Et là, donc on pensait que ça marchait assez bien au départ, pour tout vous dire, puisqu'on avait fait ça dans des batchs, et puis on s'est rendu compte, donc on avait des rendements de dépollution de 99%, 80%, on était assez content. Mais in fine, en regardant plus dans le détail, on ne dégradait pas ce PFOS ou ce PFOA, on faisait juste une adsorption.
Donc ça s'absorbait sur le fer. Donc c'est pas ce qu'on voulait, nous on voulait détruire tout ça. Donc c'est pour vous dire à quel point la molécule est compliquée à casser, puisque si on fait la même chose que sur certains solvants chlorés, très très chlorés, avec beaucoup d'atomes de carbone, ben ça ne marche pas. Donc on a essayé avec un solvant polaire aprotique et un pH basique, donc on est obligé de chauffer à 80 degrés, voire 120 degrés, et là on dépasse l'énergie d'activation, et on arrive à dépolluer ces PFAS. Donc ça reste des procédés très très intensifs. Donc on peut les casser, on peut les extraire, c'est assez facile, on va dire, facile, voilà, on peut le faire, mais après pour le dégrader c'est un peu plus compliqué. Là vous avez l'exemple des premiers résultats qu'on avait fait avec la réduction avec le fer, hein. Donc on était, je vous dis, assez contents. Hein. Donc vous avez en bleu tout ce qui est, c'est le rendement épuratoire, et puis en orange, les PFAS qui ont été récupérés une fois qu'on a tout nettoyé avec du méthanol. Et donc on se rend compte que pratiquement l'intégralité de, c'est ce que je vous ai résumé dans le slide d'avant, pratiquement toute l'intégralité de la dégradation vient de l'absorption, de la dégradation, pardon, de la dépollution, vient de l'absorption et pas de la dégradation, malgré les différents pH qu'on a testés. Là vous avez un petit détail de ce qu'on a fait avec notre solvant polaire aprotique et en pH basique. Donc vous avez ici le C sur C0, hein, ça correspond aux concentrations initiales en fonction du temps. Et on se rend compte qu'à différentes températures, la température joue beaucoup, hein, ben on a des rendements opératoires qui sont plus ou moins rapides. Alors on a calé tout ça par rapport à des choses de premier ordre ou de deuxième ordre, c'est pas très très important, mais bon, on voit que si on chauffe à 90 degrés ou si on chauffe à 120 degrés, les cinétiques de réaction ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça c'est fait sur le PFOA, donc on a commencé avec une molécule simple, et puis on a essayé de regarder comment tout ça, ça se dégradait, parce que quand on dégrade les atomes, les molécules de PFAS, il faut arriver à voir quelles sont les molécules que l'on peut produire. C'est exactement ce que vous disait Julie, hein, donc on a un problème analytique à résoudre, c'est que bah, ici on a notre concentration en PFOA qui diminue, d'accord ? Et puis on a d'autres molécules qui sont produites et qui sont dégradées en fonction du temps. Ces molécules, elles ont une signature M sur Z, c'est la masse de la molécule sur la chargeabilité. Donc on pense que c'est ce type de molécule, on pense que c'est ce type de molécule, voilà. Donc on a pré-identifié des molécules, des sous-produits de dégradation, qui ne se dégradent pas tous totalement. Donc on a un bon rendement épuratoire, on arrive à dégrader le PFOA, mais on n'arrive pas à tout dégrader. Bon, on est très proche de tout dégrader, mais il y a des petites molécules qu'on n'a pas réussi à identifier, pour tout vous dire, et qu'on n'arrive pas à dégrader totalement. On a essayé une autre technique de dépollution, c'est la solo-cavitation. Donc la cavitation, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, c'est derrière les hélices des bateaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quand ça tourne très très vite, il y a des bulles qui se forment, ça s'appelle la cavitation. Et ce sont des procédés, donc c'est les gaz dissous qui sont dans l'eau qui vont passer en phase gazeuse, et de manière extrêmement locale. Vous avez autour des petites bulles qui sont créées une température importante, ça peut monter à 1500 degrés, de manière très très locale, et on a une production d'ions radicaux libres. Donc ça, on peut faire de l'hydrocavitation, la forcer, comme avec les hélices des bateaux, ou alors pour être encore plus puissant, on va dire intensif au niveau procédé, on peut jouer avec la sonocavitation, donc on fait vibrer des plaques de céramique, et donc on arrive avec ça à dégrader pratiquement la totalité des PFAS. Donc là, on n'avait pas vu de sous-produit de dégradation, puis là, vous avez des réactions, les cinétiques des réactions dont on a testé tout ça sur le PFOS. Donc là, on a des très bons rendements épuratoires. Point faible, voilà la consommation énergétique. Donc imaginez pour le procédé qu'on a vu avant et le procédé maintenant, l'énergie qu'il faut mettre, donc on appelle ça des procédés intensifs, en tout cas beaucoup plus intensifs, on va dire, que les compositions. Si on veut détruire ces PFAS, une fois qu'on les a extraits, il faut avoir vraiment avoir des techniques tertiaires extrêmement intensives. Hein. Donc, petite conclusion, donc les procédés qu'on a mis au point sur les solvants chlorés n'étaient pas efficaces sur les PFAS, donc on a été obligé d'adapter un peu tout ça. Donc on est obligé de travailler des molécules avec des procédés de destruction très très intensifs. Donc il va falloir concentrer tout ça. Si on veut arriver à dégrader ces molécules, il va falloir trouver des façons de concentrer ces PFAS avant de les envoyer dans ce type de procédé. Donc il y a différentes techniques membranaires, le foam fractioning, différentes choses qui permettent de concentrer les effluents. L'idée c'est d'avoir
d'arriver à concentrer le maximum ces PFAS dans un minimum de volume. Et là, il y a une fenêtre d'applicabilité technico-économique. Il faut aussi avoir en tête que ces composés vont être hydrophiles et hydrophobes, et donc ils vont se loger aux interfaces. Et ne serait-ce que choisir un surfactant pour savoir, un surfactant c'est comme un liquide vaisselle que vous utilisez, pour savoir comment, c'est ce qu'on utilise pour les mousses par exemple, je vous ai montré ça tout à l'heure, quel type de mousse on va pouvoir utiliser avec quel type de surfactant. Les PFAS étant eux-mêmes des surfactants, parfois quand on choisit certains types de surfactants, on ne va pas désorber les PFAS, mais on va les absorber. Donc il faut travailler avec la chargeabilité de surface, c'est beaucoup plus complexe que tous les autres composés organiques qu'on a vus. Mais quand même, c'est faisable, mais ça demande beaucoup plus de réflexion, et il se pose la question du cocktail. Si on a un cocktail de PFAS, on a rarement un PFAS. Si on a un cocktail de PFAS, là, on va être obligé d'utiliser un cocktail de surfactants, on va dire. Le comportement des polluants, Julie vous en a parlé. Donc, plus la chaîne est longue et plus la molécule sera plus mobile, va s'absorber. Et donc, plus la chaîne est longue aussi, plus elle sera dure à dégrader. Se pose la question des sous-produits de dégradation aussi. Alors, pour faire un bon bilan de matière, il faut non seulement arriver à regarder la diminution de la concentration des PFAS d'intérêt, et puis, quand on est en technique destructive, il faut qu'on regarde la quantité de fluorure qui est formée. C'est un peu comme une pâquerette, on enlève les fluors les uns après les autres, et ça nous donne des fluorures. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour faire des bons bilans de matière. Et puis, il faut analyser aussi les PFAS totaux, puisque comme on ne sait pas analyser tous les sous-produits de dégradation, ce dont Julie vous a parlé, quand on analyse les composés organiques fluorés totaux, en combinant les deux, les fluorures qu'on analyse et puis le TOF, on est capable de dire voilà, le rendement respiratoire est à peu près de ça. Pour vous donner une idée quand même, on a travaillé sur de la mousse anti-incendie avec les pompiers, on l'a analysé et on arrive à analyser que 70% des PFAS qu'il y a dedans. Les autres, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc imaginez quand nous on veut dégrader tout ça, il y a des molécules qu'on n'arrive pas encore vraiment à identifier. Il y a des petites choses, ça paraît anecdotique, mais pour refaire, quand on met au point des procédés dépollution, la première chose à faire, c'est des bons bilans de matière, ce qu'on a mis, ce qu'on a sorti et tout ça. Et puis, ne serait-ce que le type de tuyau qu'on utilise, ça va aux interfaces, tout le temps. Donc, le type de tuyau qu'on utilise, la V16, la verrée qu'on utilise, tout ça, ça a un impact important. Si on a les mêmes procédés sur les... Là, on va dire, on appelle ça boucler nos bilans de matière. Donc, il faut être encore beaucoup plus précautionneux qu'avec toutes les autres molécules sur lesquelles on a travaillé. Donc, il faut tout nettoyer au méthanol, il faut faire des bilans de matière très très serrés. Sinon, on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, les premiers résultats sont prometteurs. Mais après, se pose la question de, vous voyez, c'est des techniques qui peuvent quand même coûter assez cher. Donc, comment... Si vous avez la carte de France, on a tous la carte du monde, avec tous ces points. Comment hiérarchiser tout ça, comment faire, voilà. Il y a des techniques qui existent, les résultats sont prometteurs, mais c'est des procédés très, 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 très intensifs qu'il faut mettre en œuvre. Donc très onéreux. Merci. Je t'inviterai à revenir pour répondre aux questions. Mais je vais d'abord vous laisser la place. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à excuser Tristan Mathieu, qui est le directeur développement durable, RSE et affaires publiques de Veolia aux France, qui ne pouvait pas venir. Et donc je le remplace au pied levé, pratiquement. On s'est eu vendredi dernier. Je m'appelle Patrick Fesque, je suis en charge des relations institutionnelles chez Veolia aux France. Et le sujet des PFAS, tel qu'il a été posé, a été assez bien résumé déjà cet après-midi. Vous allez voir, je vais avoir 5 conclusions que je vais égrener dans les 20 minutes, si j'ai bien tout inclus. On a, chez Veolia, décidé, Veolia en France, une démarche qui aboutit en septembre à un communiqué de presse indiquant qu'on avait fait une analyse sur
2400 sources d'eau potable en France, je vais en parler, hein. Et puis on a des petits camarades aux États-Unis. Veolia France, que vous ayez quelques chiffres, essayez de ne pas vous abrutir avec des chiffres, je pense que vous en avez eu assez. C'est 13 000 emplois directs, autant en emplois directs en France, hein, donc gros 30 000. C'est 2400 usines d'eau potable en France et c'est 25 millions de personnes desservies en eau potable. Donc lorsque Veolia France a décidé de lancer une campagne pour mesurer les PFAS, et je vais vous dire lesquels, c'est assez significatif en termes de démarche, et ça donne une bonne idée à un instant T, hein, de la situation concernant ce polluant. Et vous verrez que cette démarche et tout ce qu'il y a derrière, on a un peu la même aussi pour tout ce qui est métabolique de pesticides. J'ai cru comprendre que ce matin ça avait été évoqué, et si vous avez vu le reportage d'hier soir, ça a été largement été évoqué. Alors l'avantage d'appartenir à Veolia France, c'est qu'on a des collègues, je vous ai dit, on est 218 000 chez Veolia dans le monde, et on a une grosse partie de nos collègues qui sont aux États-Unis. Et le député l'a dit, les PFAS sont d'abord apparus réellement aux États-Unis en termes de sujet, et donc on a bien bénéficié du savoir-faire de nos collègues, notamment sur l'eau potable. Et des choses qu'il fallait faire et pas faire. J'y reviendrai, mais il y a déjà eu des petits éléments, on parlait d'analyse. Le nombre, au tout début, lorsqu'on donnait des échantillons, il y avait des labos, on était tranquille, il y avait 0 PFAS. Puis il y en a d'autres où c'était catastrophique. Mais alors, le catastrophique, on l'a assez vite compris, c'était des aspects de contamination. La manière dont on prélève, c'est important, la manière dont on analyse, c'est important. Et depuis, les labos en eau potable sont coffraqués avec une démarche. Et Veolia a participé, parce que lorsque vous faites 2400 échantillons, ça permet de tester et puis de faire des interlabos, c'est assez utile. Les PFAS, et c'est le premier point que j'aimerais que vous reteniez, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas de solution magique. Moi, lorsqu'on me dit ouais, c'est bon, j'ai une solution là, toc, je les élimine tous. On l'a vu là avec le BRGM, en fait, ça s'absorbe, ça se machin, ça se transforme. Heureusement, les solutions existent. Donc il faut quand même sortir de cette salle en se disant, certes, il y a une pollution, mais on a des solutions. Il faut quand même être un peu positif. Le fait qu'on ait des solutions ne veut pas dire, ne doit pas dire qu'on a un droit à polluer. Je dis tout net, je suis un industriel en tant que Veolia, hein, on essaie d'être le plus industriel possible dans nos approches. La réduction à la source est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à tout traiter avec de la réduction à la source. On l'a vu, il y a des relargages, des choses comme ça, donc il y aura du traitement. Mais c'est le premier message. On a des solutions, ça ne veut pas dire un droit à polluer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut rien faire à la source. Et là, je rejoins le député dans sa démarche de loi. S'il n'y a pas une réglementation, on a du mal à avancer. La réglementation, je ne sais pas si ça a été abordé ce matin, mais en eau potable, elle commence en Europe en 2020 par l'introduction dans la directive eau potable des PFAS, de certains PFAS. 14 000 molécules, 4300 familles, je crois, et on en mesure les 20, 28, ça dépend des réglementations. Donc, en 2023, il y a des valeurs limites qui ont été indiquées en somme de PFAS. On est début 2023 avec une intégration dans les contrôles sanitaires par les ARS prévue en janvier 2026. La démarche de Veolia, elle a commencé en fait à partir à la fois de l'expérience de nos collègues américains, et c'est la chance qu'on a chez Veolia, c'est de pouvoir solliciter les experts à l'étranger, mais aussi parce qu'en 2023, on avait cette visibilité, et c'est important d'avoir cette visibilité dans la réglementation, de 2026
à partir de 2023. Le deuxième point, ça a été largement dit, les PFAS, c'est complexe. Complexe, et on l'aborde vraiment comme les métabolites de pesticides complexes, à la fois dans la manière dont ils bougent, en plus ils sont plutôt costauds, mais aussi à toutes les étapes. Donc le député l'a dit, il y a eu des prélèvements dans les cheveux, est-ce qu'ils ont été correctement faits? C'est un indicateur, je ne néglige pas, mais voilà, c'est vraiment... Donc je sais qu'après il y a une journaliste qui intervient avec une carte. Nous on a déjà détecté des incohérences qui sont liées aux bases de données, j'en parlais tout à l'heure avec le député, on le sait. Mais voilà, la démarche doit être rigoureuse. Ce qui est important dans le total, c'est que les labos soient COFRAC. Sinon, problème. Et on a aidé à fiabiliser, je vous disais, ces éléments-là. L'objectif de l'étude qu'on a lancée, elle était triple. La première, c'était de faire un état des lieux sans a priori. On savait, à l'horizon 2026, avec l'expérience de nos collègues américains, qu'on avait une pollution PFAS au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Réellement, c'était importante, pas importante, grave, pas grave. Le deuxième point, c'était de participer à la prise de conscience, ça fait partie de notre raison d'être, aussi d'accompagner la transformation écologique. Et de couvrir 2400 points de mise à disposition d'eau potable. Donc d'essayer d'avoir un panel suffisamment large, représentatif d'assez de choses tout autour sur toute la France. Enfin, de développer, une fois qu'on a dit qu'il y a un problème, c'est bien, de développer pour les collectivités comment on les accompagne et quelles solutions on peut mettre en place. Le calendrier janvier 2023 jusqu'en novembre 2023, il a fallu caler tous les aspects de méthodologie avec les labos. Ce n'est qu'en novembre 2023 qu'on a eu un labo COFRAC où il y avait une répétibilité des analyses et des résultats. Vous voyez, le côté avant, je vous disais c'est complexe, c'est vraiment complexe. Ce qui veut dire, dès qu'on quitte l'eau potable, on peut avoir des surprises. De novembre 2023 à janvier 2024, c'est là où on a fait une campagne sur 2400 points. La bonne nouvelle, c'est que 99% de la population desservie sur cette analyse de 2400 points. On a des prélèvements conformes à la future norme eau potable sur la somme des PFAS, les 20 PFAS. Les prélèvements sont conformes. On est sous le seuil. Pour les 1% de population desservie qui ne sont pas conformes, à la date d'aujourd'hui, on a 50%, donc la moitié, dont la situation a été rétablie. Et je vous dirai qu'est-ce qui a pu être mis en place. Et puis la moitié où la situation est à l'étude. Notre préconisation, au vu de notre étude, c'est de vraiment faire une détection systématique. Dans les 1% de non-conformité, on est tombé sur des petits villages perdus au fin fond de nulle part, sans historique d'usine, sans plan d'épandage, sans rien. Vraiment, vous prenez en plein milieu de nulle part, où on avait une non-conformité, et en plus pas sur un PFAS classique. Donc là, typiquement, c'est une situation où on creuse pour comprendre. Mais c'est pas que à côté de la vallée de la Chimie, c'est partout en France, à des niveaux différents et dans des situations différentes. Donc c'est pour ça que nous, on préconise de faire du systématique. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs. Mais ça, c'est les 2400 points d'analyse qu'on a fait et qu'on a tracé. Le deuxième élément autour, c'est que dans les 1%, on a à la fois des chaînes longues et des chaînes courtes. Alors, merci au Biochen d'avoir expliqué les chaînes longues et les chaînes courtes auparavant. Et
on trouve les 20, on trouve des 4, et puis des fois on a des trucs. Moi je les appelle les Pocahontas, il y a tellement de... Ça commence par P, il y a plein de consonnes et de voyelles, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Mais plus sérieusement, on a vraiment des trucs qu'on ne comprend pas. Il y a des trucs, l'ancienne base militaire, là où il y a eu un incendie, un aéroport. Alors on peut se dire, devrait y avoir. Il y a d'autres cas, on ne comprend pas. Donc retenez 99% quand même, on est sous le seuil déterminé par la future réglementation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On essaye d'être positif, je crois. Les solutions. Alors les solutions, une fois que vous êtes tombé dans le 1%, vous n'avez pas de chance. Vous êtes dans le 1%. Les solutions, elles sont multiples. La première chose, c'est qu'on a mis en place une mutualisation de moyens. C'est la capacité qu'on a. On a dédié 30 unités mobiles de traitement. Parce qu'on peut filtrer, et je vais rentrer dans le détail ensuite, mais pour être le plus précis, vu que chaque situation est un peu différente, on a aussi des unités mobiles d'analyse. On les appelle chez nous les diabolos. C'est des unités permettant d'analyser et définir le meilleur traitement par rapport à la pollution, la quantité, parce que vous allez voir, on utilise pas mal de charbon dans certains cas, la quantité juste qu'il faut utiliser et la fréquence de renouvellement, soit des membranes, soit du charbon. Et tout ça pour avoir le coût le plus optimisé, parce qu'effectivement ça coûte cher. Donc ça c'est mon 4e point. Qui paye? Pas la solution, mais on voit bien qu'il va bien falloir traiter, et donc à un moment donné, il va falloir payer. Et ce problème de qui paye quoi, ça va devenir, en France on a le principe polypolaire, mais ça va être un sujet. Et donc, c'est là où je reviens sur mon premier point, il faut réussir à ce qu'on en émette moins. Je ne sais pas si vous connaissez les 7 limites planétaires, celles qu'on dépasse le plus. Alors il y a celle que tout le monde connaît, c'est les gaz à effet de serre. Celle qu'on dépasse, les 5 limites. 5 minutes, ah pardon. Je me disais, il me semble qu'il y en avait 7, mais celles qu'on dépasse le plus, ce sont les molécules produites par l'homme. Si je prends juste les plastiques, depuis 1950, on a multiplié par 50 le nombre de molécules plastiques dans notre environnement. Juste. Les solutions, mutualisation de moyens, mise à disposition de moyens, ça coûte quand même. Avoir une unité mobile de traitement, c'est pas. Donc c'est dans des conteneurs qu'on arrive à déplacer. Des solutions de détection pour bien adapter le traitement qu'on va mettre pour traiter. Et des solutions très pratiques. D'abord, arrêter de prélever, si on a plusieurs sources, la source qui est polluée, le temps de trouver comment on traite la solution. Utiliser d'autres sources d'approvisionnement, c'est là où les interconnexions entre réseaux, entre sources peuvent jouer. Ça nécessite des investissements, je sais qu'il y a des élus dans la salle, là aussi ça se programme. On a, première solution, qui est valable plutôt pour des chaînes longues, mais il y a certains PFAS, mes collègues m'ont dit, ça ne les traite pas, c'est le charbon actif. Ce qui veut dire renouvellement du charbon, il faut le réactiver, enfin il y a tout un traitement, ça a un coût. La deuxième solution technique, c'est tout ce qui est membrane, osmose inverse, nanofiltration. Là, on va être à la fois valable pour des chaînes longues et des chaînes courtes. Pareil, vous mettez plein de petits trucs, il y a des fois où ça passe. Mais on a deux soucis, les condensats, lorsque vous faites filtration par membrane, vous concentrez à un moment donné. Donc le traitement des condensats et le post-traitement. Une fois que vous avez attrapé tous les PFAS, qu'est-ce que vous en faites? Nos amis américains sont un peu en avance, donc il y a des procédés de destruction. Alors ça se base sur les températures. Les cimentiers disent nous on brûle tout à 2000 degrés et on retombe sur la problématique de consommation énergétique. D'autres procédés seraient valables à 800 degrés, donc
Voilà. La dernière possibilité, c'est des résines d'échangeuses d'ions. Alors ça se pratique aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des freins réglementaires en France. Puisqu'on est sur de l'eau potable, il faut des agréments sanitaires. Ça prend plus de temps. Ça traite les chaînes longues et les chaînes courtes. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi des inconvénients. Mais retenez quand même qu'on a des solutions. Et c'est déjà plutôt bien. J'en arrive à ma conclusion, donc je vais être à peu près aux 5 minutes. Notre démarche, vous l'avez bien compris, on voulait savoir, sans a priori, ce qui se passait. On a une responsabilité de délivrer de l'eau potable. À chaque fois, on a accompagné les collectivités lorsqu'on était dans le 1%. Lorsque on était dans le 99, là aussi, on a informé les collectivités. Il faut savoir que tous nos résultats ont été transmis à l'ANSES et aux autorités sanitaires mises à disposition, puisque là aussi, il y a un plan gouvernemental qui est fait et pour avancer. Et l'avantage d'avoir fait cette vague, cette campagne d'analyse, c'est que si les normes venaient à évoluer, on sait déjà là où il va y avoir des problèmes, vu qu'on a déjà fait un test, et on est prêt à agir avec nos unités mobiles. Donc, on a ce petit point d'avance. Je vous ai donné les 5 points, je vais les répéter. Le premier, c'est qu'il n'y a que 1% de la population desservie qui est problématique en termes de normes PFAS, avec la norme 2026. C'est quand même une bonne nouvelle. Honnêtement, vu ce qu'on voyait arriver des États-Unis, on se disait ça va être catastrophique. C'est pas si catastrophique. Par contre, lorsqu'il y a ce 1%, il faut le traiter. Le deuxième élément, c'est que les PFAS, c'est vraiment un sujet complexe. S'il y a quelqu'un qui arrive avec une solution magique, ne le croyez pas, s'il vous plaît. C'est franchement complexe. Le troisième élément, il faut détecter. Il ne faut pas dire il y aura des hotspots, il y en aura. Hein. Mais on a trouvé des cas où, honnêtement, on ne comprend toujours pas. On cherche encore. Se posera, c'est mon quatrième point, la question de qui paye. Aujourd'hui, c'est la facture, c'est dans la facture d'eau. S'il y a des aides des agences de l'eau, quelque part, on retombe quand même sur l'eau paye l'eau. Et le dernier point, c'est on doit limiter les émissions à la source le plus possible. Je ne rejoins pas tout à fait le député en disant il y a des cas où il faudra un peu de temps, parce qu'on n'a pas forcément les solutions technologiques pour remplacer. Typiquement, les tenues incendie des pompiers. Tant qu'on n'a pas trouvé... faut le temps de trouver, mais plus on limitera la source, mieux on se portera, si on en aura moins à traiter derrière. Et puis, Veolia accompagne, et je crois que j'ai fait mes 20 minutes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour nos différents intervenants? Oui, en ce qui concerne Veolia, vous avez un sacré chemin quand même pour qu'on puisse vous accorder notre confiance. Je pense quand même à certains aspects. Par exemple, dans notre secteur, il était détaché, le garde-rivière, à la société Veolia, effectivement par notre syndicat. Et puis en fin de compte, un beau jour, il nous a dit non, le garde-rivière, j'ai plus le titre, je suis plus qu'agent de maintenance. Et puis 2-3 ans après, on a mis fin à mon poste. Résultat des courses, il n'y a plus du tout la gestion des vannages automatisés qui avait été fait, qui était quand même une gestion intéressante. Et puis en fin de compte, maintenant, donc, on est sur une rivière où il n'y a plus de gestion automatisée. Mais ça, c'est un cas de figure assez annexe. Par contre, moi je découvre à un moment donné que, encore dernièrement, dans le journal Le Monde, ils ont fait par exemple, alors vous allez me dire, on peut être dans le 1%,
Mais disons que c'est un historique qui est quand même un peu gênant parce qu'on avait été en but vis-à-vis d'une société de chimie fine et qui voulait s'étendre en pleine zone inondable. Donc on avait monté un procès, on a gagné le procès et puis ils sont partis. Mais le résultat des courses, c'est seulement quand ils sont partis que les administrations les ont obligés à nettoyer le sous-sol. Bon, très bien jusque-là. Mais de ce fait-là, il a été organisé comme par hasard, à 1 kilomètre de là, c'était la station de pompage des eaux potables pour tout un secteur. Donc, à grand renfort de finances, un département a mis vraiment de l'argent fou, et avec tout le matériel qu'il fallait. Et on apprend 10 ans plus tard que, oui, il y a toujours 2,5 de PFAS, ces deux stations, ce qui est complètement anormal. Donc, moi, je voudrais vous croire, mais je trouve que l'efficacité, quelque part, n'est pas toujours là. Je ne sais pas qui a été la question, je ne suis pas certain qu'il y avait une question, mis à part le fait de me croire ou pas, et ça chacun est libre. Alors sur la gestion locale, venant de Paris, je suis incapable de vous dire quelle est la situation locale, renseignez-vous plutôt auprès de mes collègues locaux sur la campagne qui a été faite. Très clairement, l'expérience de nos collègues américains nous a servi, dans le sens où, et je l'ai dit, on voulait savoir où on mettait les pieds globalement. Vous ne mettez pas tout à fait les mêmes moyens et vous ne mobilisez pas toutes les mêmes forces si c'est un cas particulier ou si c'est généralisé. Lorsqu'on voyait les études américaines, c'était du généralisé et puis à des niveaux stratosphériques. 2400 sites d'eau potable testés, enfin points de prélèvement testés, c'est quand même, je crois que tout à l'heure il y avait un chiffre de 4000 ou 5000 points. On est à plus de 2 tiers de la situation française, même si on n'en fait que 50%. Donc c'est significatif. Les résultats montrent qu'on a 1%, il y a sur ces 1%, la moitié où on a trouvé des solutions qui passent généralement soit par on ferme le point de prélèvement qui est contaminé, on en utilise d'autres, le temps de trouver l'origine, et je crois que cet après-midi on a expliqué la difficulté de déterminer l'origine, mais aussi de mettre en place des unités mobiles, de voir quel est le meilleur traitement par rapport à la pollution qui est présente. Ce que j'ai dit, et je le dis rapidement, on aborde les PFAS un peu comme tous les métabolites de pesticides, tous les autres polluants. Parce qu'en fait, on va se retrouver dans des technologies. Si on a une technologie, on peut faire des protections de zones de captage, mais il y a des fois des pollutions. Malheureusement, la protection de la zone de captage n'est pas suffisante. Donc on va devoir traiter. Et on va tomber à peu près sur la même technologie avec des avantages, des inconvénients. Oui, bonjour. Je m'adresse à vous, Veolia. Je représente une association, j'allais dire, qui lutte pour une gestion publique et citoyenne de l'eau, donc on n'est pas toujours sur le même terrain. Mais c'est pas là-dessus que je vais vous aborder. Enfin, c'est plus cette histoire de 1% simplement de lieux en fait où on va trouver des PFAS avec des normes. Le problème, c'est que si on considère que c'est des perturbateurs endocriniens, je vois pas quelles peuvent être les normes réelles si on veut vraiment protéger perturbateurs endocriniens. L'effet de seuil, il est où? Il commence quand? C'est ça en fait qui me gêne. Mais c'est pas vous là, directement. Je veux dire, on a quand même un système, il y a pas mal de pesticides aussi, c'est pareil, c'est le même problème quand on les charge dans l'eau, c'est qu'on n'arrive pas à savoir quels sont ceux qui sont perturbateurs endocriniens ou pas. On a une liste sur laquelle il y a marqué susceptible d'être perturbateurs endocriniens. Et je trouve ça complètement délirant. Voilà. Oui, alors, je vais juste rebondir sur votre intervention sur un point. En tant qu'opérateur, mais pour une société publique de gestion de l'eau, c'est exactement la même chose. Et bas public-privé, je rappelle toujours que ce sont les élus quand même qui donnent les orientations. Mais ce ne sont pas nous ou les sociétés d'eau qui doivent fixer les seuils, ce sont les autorités sanitaires. Alors, on a utilisé un seuil connu, qui était ce qui a été mis en place en 2026. Par contre,
les changements de cap, les incertitudes sur ces seuils, on le voit sur l'eau potable, mais on le voit sur d'autres réglementations, ne sont pas propices à la prise de décision réfléchie, que ce soit pour des opérateurs privés ou bien pour les collectivités. Et ça, c'est catastrophique pour tout le monde. Parce que le matin, vous êtes blanc, l'après-midi, vous êtes noir, je suis désolé. Et ça a une conséquence directe dans l'eau potable. Chaque année, il y a un sondage qui est fait par Kantar sur la confiance dans la qualité de l'eau. En 2023, elle a baissé, elle est passée de 85% de confiance à 78%. Sur le terrain, les équipes ont fait le même boulot. L'eau, il n'y a pas plus de non-conformité. Mais juste ces suspicions, ces changements, on ne sait pas, on change. Ce que je peux comprendre, une démarche scientifique, j'ai fait de la science auparavant. Très clairement, c'est catastrophique. Sur la confiance par rapport à la qualité de l'eau potable, sur les prises de décision. Et ça, là je rejoins entièrement, ça il faut éviter. Plus on a de visibilité, plus on peut construire, planifier. Je ne sais plus, c'est à table on disait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la planification. Oui, bonjour Antoine, pour me représenter, Antoine Versailles, de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Je voudrais déjà remercier le BRGM pour ces deux présentations ô combien intéressantes et techniques. J'ai envie de dire, enfin, vous avez largement dépassé le seuil de compétences de nous tous réunis, certainement. Mais enfin, je pense que c'est vraiment à noter cette recherche publique qui se fait et qui avance malgré tout avec le peu de moyens que vous avez. Ce qui vient d'ailleurs un petit peu parfois de vous faire mal au cœur, puisqu'à la face vous avez quelqu'un comme Veolia qui arrive avec ses... Merci de le faire quand même avec ces 2400 prélèvements qui au final dépassent ce que même l'agence de l'eau Loire-Bretagne est capable de faire sur son territoire. Donc, voilà, enfin, on va comparer les chiffres, on est du même acabit. Je voulais simplement savoir si vous aviez visé que des points de prélèvement où vous êtes gestionnaire du réseau d'eau potable, ou si vous avez visé n'importe quel point de prélèvement, et si cette recherche que vous avez menée de votre côté, si à un moment il y a des passerelles, si vous discutez avec vos collègues qui sont sur votre couche. Alors, on n'a pu faire que là où on était exploitant. Parce qu'on ne pouvait pas prélever comme ça chez le bailleur. Je suis sûr qu'en demandant l'autorisation, vous l'auriez eu. Vous pouvez venir bah, à la maison. On l'a fait là, on était gestionnaire. Je l'ai indiqué, hein, l'ensemble des données ont été transmises à l'ANSES et aux autorités. Après, si le BRGM les demande, ça se fait. On a par ailleurs, avec le BRGM, plusieurs projets de recherche sur différents sujets, que ce soit de l'eau douce ou de l'eau salée. Donc on travaille souvent, et j'ai des anciens collègues qui viennent du BRGM. Donc c'est une belle maison. Et je les remercie parce qu'ils font quand même un super boulot au quotidien avec des moyens qui, quelquefois, sont très limités. Merci, oui. On nous demande de plus en plus de faire des partenariats publics-privés. Donc, ça a un avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une voilure financière plus importante. Et dans ce cadre-là, sur mon domaine, mais d'autres domaines aussi, je sais qu'il y a d'autres collègues qui travaillent avec Veolia, ou là vous aviez par exemple dans le projet européen, vous aviez une filiale de Bouygues qui travaille dans le domaine des cités sol polluées, des entreprises privées. Donc dans mon domaine, dans la dépollution, on fait quand même pas mal de partenariats pour que les procédés qu'on met au point puissent être appliqués plus tard. Donc on n'est pas tout seul dans notre laboratoire, donc quitte à me répéter, ça nous permet d'avoir une voilure financière plus importante, puisque vous savez que c'est compliqué des fois d'avoir des budgets pour pouvoir travailler dans la pérennité. On a besoin de temps. Donc, et vous savez peut-être pas comment ça marche, le monde de la recherche, mais c'est des concours qu'on doit gagner. Et donc c'est une compétition féroce où les meilleurs remportent des budgets, et puis il faut arriver, alors c'est des budgets de 2-3 ans, puis après il faut arriver à continuer.
Et des fois, si on n'a pas un concours, tout ce qu'on a fait, ça s'arrête, il faut recommencer. Donc c'est un peu la complexité du domaine de la recherche. Il se trouve que le fait d'avoir cette possibilité, en plus, on appelle ça des guichets dans le jargon, des guichets publics, d'avoir des guichets privés, ça nous permet de pérenniser un peu tout ça. Et ce que vous avez vu là, notamment le travail sur l'extraction avec les mousses et tout ça, c'est un brevet et ça doit être appliqué et ça permet même, pour tout vous dire, on répond à des appels d'offres dans d'autres pays avec de partenaires industriels. Donc, c'est pas, il y a quand même des passerelles entre le monde de la recherche et le monde privé. Et c'est assez bénéfique pour nous et je pense aussi pour d'autres personnes, d'autres groupes. Effectivement, les données, j'ai eu l'occasion de croiser Veolia sur notre journée PIFAS. Effectivement, j'ai le contact de la personne pour demander les données. C'est vrai qu'après, l'objectif, nous, c'est toujours de collecter. Je pense qu'on demandera aussi à Génération Future s'ils souhaitent partager, puisque voilà, on cherche à bancariser. Là où on est aussi en appui, c'est justement la priorisation des sites. On a été sollicité notamment par une région, une ARS d'une région. Il faut bien voir que c'est tombé, ces PIFAS sont tombés sur nous un peu rapidement, contrairement aux États-Unis. Et du jour au lendemain, les ARS, les producteurs d'eau, les communes, etc., ont dû se dire, mais en 2026, est-ce que je vais être en mesure de respecter les règles? Donc effectivement, 2026, quand ça a été publié, je dis 2026, c'est dans longtemps. Mais peut-être 2026, c'est le temps de faire les premières campagnes, de voir un petit peu l'état des lieux et d'être opérationnel au 1er janvier 2026. Donc effectivement, l'ARS, avec les moyens qu'elle a, elle a dû aussi faire l'inventaire de ses captages. Et effectivement, la démarche de Veolia était nécessaire et inévitable, puisque vous ne pouviez pas attendre 2026 pour connaître l'état des captages. Donc voilà. Et nous, ces premières données nous permettent toujours d'avancer sur les sources possibles. On a les producteurs, mais on a aussi, comme dire, ces pollutions diffuses qu'on ne maîtrise pas. Sur les techniques de prélèvement, un des retours qu'on a eu assez rapidement, c'est les flacons et la contamination qui pouvait venir par le flacon, par le gant, par la manière dont on prélevait. Donc ça, à la limite, une fois qu'on l'a détecté, on peut changer. Après, c'est là où il y a eu un travail avec les labos français, je précise, pour caler, ça a contribué à la partie COFRAC. C'était dans l'analyse elle-même, où on a eu quand même des trucs, vous prenez le même échantillon prélevé de la même manière, vous le donnez à 3 lavabos, c'est 3 résultats différents. Ça, c'était au tout début. C'était ça la réalité. D'où ma précaution, le PFAS c'est compliqué, et lorsque dans certains reportages je vois des prélèvements faits comme ça, n'importe comment, je fais « oula, le résultat, je ne sais même pas ce que ça va donner », et à la limite, je suis presque sûr qu'il va être faux. Parce qu'on est sur des molécules, pareil sur les métabolites de pesticides, qui sont complexes. Déjà, merci pour toutes vos présentations qui étaient très intéressantes et qui offraient une bonne vision de l'état de la recherche au BRGM et de la campagne de Veolia. Moi, j'avais plusieurs questions pour un peu tout le monde. Déjà, sur effectivement les tests qui sont faits sur les mousses anti-incendie dans votre modèle, j'aimerais savoir en fait quel type de mousse vous testez, et en particulier, pour être assez général, de quand elle date. Est-ce que vous avez pu justement essayer d'évaluer la composition? J'ai pu comprendre que c'était jusqu'à 70% des PFAS que vous pouviez identifier, le reste vous ne pouviez pas. Donc est-ce que vous êtes en discussion aussi avec éventuellement les formulateurs pour pouvoir mieux identifier ça? Au niveau de la sonocavitation, je ne suis pas sûr d'avoir pu noter les concentrations auxquelles ça avait été testé pour voir l'efficacité.
Et pour du coup ensuite Veolia, on parle beaucoup de métabolites de pesticides, et nous on se pose en ce moment beaucoup de questions à propos du TFA, hein, évidemment. J'aurais aimé avoir un peu votre vision là-dessus, et si vous posiez aussi ces questions, si vous envisagiez de le prendre en compte. Et aussi une question, parce que vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec vos camarades américains, qui eux ont des normes différentes pour le potable, en particulier mis en place par l'USEPA. Est-ce que vous avez fait aussi un comparatif de les résultats de la campagne, mais si on essayait d'appliquer la norme américaine justement sur les résultats de cette campagne réalisée en France? Je pense que je vais laisser Stéphane répondre pour les mousses, parce que ça a pris beaucoup de temps pour en trouver, pour pouvoir les expérimenter. Ça a été un parcours du combattant, effectivement. Il y a les anciennes et les nouvelles. Beaucoup de surprises, beaucoup de bâtons de pèlerin pour en trouver. On a peut-être contacté beaucoup de monde. Il a fallu monter très haut pour en obtenir. Également, peut-être un petit complément, c'est vrai que on a eu beaucoup de surprises aussi, nous, au niveau expérimental. On est parti avec nos anciennes méthodes de travail, avec c'est un polluant comme un autre. En fait, non, ça n'a rien à voir. On en met, on n'en retrouve plus, ça bouge dans le flacon, il y en avait plus, où est-ce qu'ils sont? C'est vraiment plein de surprises et très complexe. Et quand on dit complexe, c'est... Voilà, je pense que tous les domaines, tous les champs de la réactivité, de tous les polluants, vous les mettez tous concentrés sur cette famille-là. C'est beaucoup de surprises et beaucoup de retours d'expérience, c'est très très bon d'acquérir, et donc on apprend en marchant, c'est ce que je dis. La France est partie tardivement. On a traité d'autres trucs avant. Oui, voilà, on avait pas mal de choses à faire aussi avant. Hein. Mais voilà, et c'est vrai qu'on regarde beaucoup de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'il y a quand même une expérience, et puis en Europe aussi également, du côté de l'Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, Norvège. Mais voilà. Là, je pense que c'est bon. Là, on est à niveau. Je pense que là, ça fait 4 ans qu'on s'est tous mis. Je pense que là, on a rattrapé le retard. Mais effectivement, il y a 4 ans, il n'y a pas de monde qui connaissait les PFAS en France. Alors, les mousses, c'est un incendie. Ouais, il y a l'ancienne nouvelle génération, c'est 6, c'est 8. On a travaillé avec l'ancienne génération, c'est celle qui avait des PFAS et des PFAS. Alors, pour avoir ce produit, pour tout vous dire, le concentré qui sert à mousse anti-incendie, il a fallu monter assez haut. Et donc, si vous voulez travailler pour remplir cette piscine, là, vous avez vu, il faut des quantités énormes. Donc, quand on est à l'échelle labo, on peut utiliser des standards qui coûtent très très cher, mais là, il fallait qu'on ait des quantités beaucoup plus grandes. Donc, on a réussi à récupérer 200 litres du produit pur. Ce produit pur est dilué à 3%, et c'est ce qui permet de faire les mousses anti-incendie. Et il a été donné grâce au ministère de l'Intérieur, qui nous a donné ce produit qui est utilisé par les pompiers. Donc là, et on travaille avec les pompiers, pour tout vous dire. La protection civile, qui est saisie de ce problème aussi, quoi. Et même la première fois qu'on s'est contacté, c'est pour tout dire, c'était bizarre, parce que nous, on travaille sur les mousses, et eux travaillent sur les mousses. Et finalement, on a vu qu'on avait beaucoup de points en commun. Et on travaille avec eux pour voir un peu comment on gère leur site. Et même, il y a beaucoup de groupes de travail, je ne peux pas tout vous dire, mais pour voir comment remplacer ces mousses. Et ce produit, on l'a surnommé Shrek, parce qu'il est tout vert et tout visqueux. On a même dû apprendre à faire la mousse. On a même dû apprendre, ouais. Et c'est assez rare d'avoir pu avoir ce produit brut là. Donc on est vraiment aidé par le ministère de l'Intérieur là-dessus, qui vraiment nous a fourni des données précieuses, et même différents types de mousses qu'ils utilisaient. Ils ont plusieurs personnes qui travaillent dessus, en ministère de l'Intérieur et en décentralisé. L'autre question, c'est les qualifications ont monté jusqu'à 5 mg par litre, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est largement au-dessus on va dire, c'est ce qu'on peut rencontrer en aval d'une source de pollution assez concentrée. Hein. Donc on s'est mis dans les worst case, et sur l'autre procédé, avec le solvant polaire aprotique, ça marchait tellement bien à des concentrations assez importantes qu'on a dit on va mettre le Shrek pur, et ça a marché sur le Shrek pur. Donc notre but, nous, en termes de recherche, c'est, vous avez vu, il faut qu'on chauffe quand même à 120 degrés, c'est d'arriver à tout concentrer. Donc il y a
des choses qui permettent, on peut parler de tout ce qui est membranaire au charbon, qui marche sur certains types de molécules, membranaire aussi, et nous on veut arriver avec ces procédés et d'autres procédés de décantation assistée ou de concentration aussi avec des moulages, à concentrer au maximum tout ça pour arriver à la fin, si en sortie de notre piscine on arrive à tout concentrer là-dedans, ce serait pas mal. Là, on aurait une plage d'applicabilité pour cette chose qui marche sur le Shrek brut. Là, on n'a pas de limite de concentration sur le premier procédé de destruction dont on vous a parlé, sur la cavitation. On sait que si on monte au-dessus de donc le deuxième procédé de destruction dont on vous a parlé, on sait que si on monte au-dessus de 5 mg par litre, on va augmenter la durée de traitement et c'est presque linéaire. Mais c'est déjà pas mal, 5 mg par litre. Et après, vous avez tellement de questions que je ne sais plus c'était quoi après. C'était pour moi. Comme j'ai oublié mon stylo là-bas, il ne faudra pas que j'oublie, mais je n'ai pas pu les noter, mais de mémoire, il y avait la problématique du TFA. Effectivement, ça nous préoccupe. Là, il faut regarder la presse, matin, midi et soir. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on aborde les métabolites de pesticides, les PFAS un peu de la même manière, et avec une approche un peu systématique dans l'eau potable. Ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'était nos échanges avec nos collègues américains. Alors, je ne suis pas le spécialiste, c'est plutôt une direction technique. Et comme je l'ai précisé, là, je remplace au pied levé. Donc, je ne sais pas si on a pris les 2400 points de prélèvement et est-ce qu'on les a mis au même niveau que les réglementations. Je dis bien les parce qu'en fait, il n'y a pas une réglementation. Aux États-Unis, il y a déjà 6 États, certains, l'État du Maine, lui, il interdit tout, comme ça, tranquille. Bon, il envoie toutes ses boues au Canada, mais bon, voilà, petit détail juste technique. Les Canadiens n'étaient pas très très contents cet été. Donc il y a plusieurs réglementations. L'EPA, qui est l'agence environnementale américaine, a pas mal bougé. Je sais qu'il y a encore des choses qui sont sorties ce mois-ci, le mois dernier, qui sont suivies par mes collègues techniques. Donc on voit que c'est complexe, dans le sens où même eux, qui sont partis en avance, ils bougent progressivement. Par contre, là où on apprend beaucoup, c'était dans la démarche, dans la manière de mettre en place la démarche, de considérer, je vous ai dit, on a des dispositifs diabolos, c'est tout simplement parce que leur retour d'expérience, on ne peut pas appliquer une techno de traitement. En fait, il faut l'adapter réellement à la situation locale. Et certaines technos, elles passent à côté, elles laissent passer tel PFAS qui, pas de chance, est le plus important. Donc, une vraie difficulté à bien associer. Et puis, une fois qu'on les a attrapés, il y a toute la partie destruction réelle. Avec là, elle est solide. Hein. Les liaisons sont super solides. Et on voit des choses sur des procédés plutôt innovants où on pense effectivement détruire, mais en fait, ça se transforme juste. Lavoisier revient à grands pas. Toc, ça réapparaît sous une forme différente. Donc c'est plus dans ces échanges-là qu'on bénéficie de cette expérience et de l'effet groupe. On serait une petite commune, un petit service technique localement, on n'aurait pas ce poids. Et on suit nos collègues étrangers, là aussi, en Europe, avec toujours en tête quand même qu'ils n'ont pas forcément les mêmes traitements d'eau et la même logique. En France, on a la police des réseaux, on a toute une démarche sur l'assainissement qui fait que les pollutions industrielles sont traitées plutôt à la source, ce qui peut avoir des conséquences sur les infiltrations et la contamination des ressources d'eau potable. Donc à chaque fois, il faut bien se poser la question, est-ce que je suis dans le même cas? Et c'est pour ça qu'il faut avoir une démarche un peu systématique. Merci. Dernière question. Donc. Oui, alors j'essaie de faire rapide avant que la personne en vision, un journaliste, puisse poser une question.
Justement, alors, concernant l'entreprise Veolia, j'ai entendu donc 2400 sources d'eau potable qui sont détectées systématiquement. En revanche, Veolia fait d'autres activités. Et du coup, qu'en est-il sur ce système de détection systématique que vous mettez en avant? Qu'en est-il concernant en fait tous les sites industriels de Veolia, pas uniquement que de la question de l'eau potable? Merci. Il n'y a pas de question pour mes collègues du BRGM. Non. J'essaie de faire rapide. Non, il n'y a pas de souci. Alors, il y a eu une réglementation sur les installations classées pour l'environnement qui est rentrée sur les rejets. Donc, on a, y compris chez Veolia en France, des installations classées. Je ne sais pas les résultats, mais elles sont communiquées et on les suit. Sur les autres sites, la problématique qu'on a rencontrée dans l'eau potable, de quelle est mesure d'avoir des analyses COFRAC continues. Je sais par exemple sur l'aspect pollution de l'air, émissions gazeuses, ça vient tout juste d'être calé. C'est pas pour minimiser la démarche, mais en fait, cette partie-là de calage, de comment on prélève, comment on mesure, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que j'en fais 4? Est-ce que j'en fais 20? Est-ce que j'en fais 28? Lesquels? C'est une vraie difficulté qui, pour mettre en place une démarche systématique, prend du temps. C'est vraiment une vraie problématique technique. Et le dernier point, on en a un peu parlé avec le député, il y a un plan gouvernemental, et pour le coup, où l'INERIS, le BRGM, enfin toute la recherche publique est associée, je trouve que la démarche, pour le coup, est plutôt intelligente. C'est avant de déterminer, je copie un seuil américain ou un seuil danois ou un seuil je ne sais pas trop quoi, je regarde de manière un peu systématique, parce que c'est vraiment des polluants qui ont été faits pour durer. Merci pour vos réponses. Merci pour vos questions aussi. Merci aux intervenants d'avoir accepté de se prêter au jeu de la table ronde, on va dire.